C'est toujours un plaisir immense de vous retrouver pour parler sport sur SOS Docteur TV. L'émission, c'est bien Club Sport Santé avec deux thématiques qui nous rassemblent aujourd'hui. Nous parlons d'abord de la D1 Lonato avec le 11e chapitre, le duo de tête ASCK Asco qui mène le wagon bien sûr pour cette compétition. Pendant ce temps, l'AS Gbolo-Issou et l'AS OTR également sont en mode relance. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, oui, l'épilogue a été constaté dimanche avec le sacre pour la deuxième fois de son histoire du Sénégal face au pays hôte le Maroc avec Pape Gueye qui a été buteur et puis tous les éléments autour de cette finale. On va en parler et décrypter tout ça bien sûr dans la seconde partie de l'émission. Voilà pour nos thématiques. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la première partie, l'actu nationale. À tout à l'heure. L'actu nationale nous intéresse et nous parlons du championnat de foot au Togo. Mais avant, on prend le temps et le soin de saluer avec respect et joie nos invités. Il y a bien sûr Charles D'Ernesto de l'équipe sportive qui est avec nous. Bonjour Charles et encore une fois, merci d'être là. Bonjour Angelo, toujours un plaisir d'être là sur le plateau pour décortiquer l'actualité nationale et internationale, comme cela se doit. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien. Super. Il est également là, oui, en pleine forme sûrement, Etchevi Tengue, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de cette émission. Comment portez-vous aujourd'hui? Ça va, Dieu est dedans, on a la santé, quoi de plus beau, c'est la meilleure des choses. N'est-ce pas? Voilà. Vous étiez justement en face de votre télévision hier parlant de la CAN. On va avoir bien sûr le plaisir d'en parler dans la seconde partie. Mais avant, on décrypte d'abord la première, bien sûr, le chapitre 11 de la D1 Lonato avec ces différents matchs. D'abord, on commence avec le match de cette formation de la SCK, mine de rien, qui est continue petit à petit sa marche vers l'avant. La SCK qui était en déplacement chez Gomido, on en parlait ici il y a quelques jours, et à la maison, Gomido qui flanche encore, qui lâche des points face aux leaders. Oui, on sait que voilà, dès l'entame de saison, c'est une équipe de la SCK qui était encore une fois attendue. Oui. Parce que mine de rien, ils sont champions en titre, et il doit quand même défendre son titre jusqu'au bout. Où Ametokolo avec toute sa bande ont mis également ses moyens techniques en place avec des nouveaux joueurs qui sont venus étoffer l'effectif de cette équipe de la SCK. Moi, je ne suis pas surpris des performances de l'équipe des chauffeurs. C'est aussi ça, la vision, l'objectif. Quand on est bien fixé sur ce qu'on entend d'une équipe, on met les moyens en place. Sauf que voilà, on avait une équipe de Gomido qui, à la maison, a toujours eu cette difficulté-là de tenir face aux concurrents directs. Ça a passé avec la meilleure équipe qui a gagné tout simplement parce que on va pas dire que voilà, il y a eu une équipe faible de Gomido en place, mais dans l'attitude du début du championnat, moi je ne suis pas surpris. La SCK avait quand même un cran au-dessus en termes de performance et de résultats, y compris le classement. Et ce qui est curieux, Charles, Gomido à la maison, tantôt ça va un peu, ça ne va même pas. Est-ce que ça va? Ils ont eu, je pense, une victoire à la maison. Oui, c'est en 10 journées, je pense que c'est une seule victoire à la maison. Vous savez, on crie plutôt plus sur l'arbitrage. Les dirigeants estiment que l'arbitrage à domicile ne les favorise pas, mais ce qui est bien, quand vous discutez un peu avec le coach Jean-Paul Abalo, c'est un entraîneur qui est décomplexé, qui met de côté cette pression à domicile. Il se dit avec le temps que ça va venir, parce que ce sont des jeunes joueurs qui sont lancés cette saison. Exact. Donc, lui demande plus de patience pour ces jeunes-là. Justement, est-ce que le public sera patient? Non, mais c'est pourquoi je dis que lui-même, comment dit-on, lui-même il se met hors de cette pression parce que pour lui, il est là pour un travail. Le projet peut continuer sans lui. Oui, le projet peut continuer sans lui parce qu'il est en train d'évoluer avec des joueurs, des jeunes joueurs. Ils disent dans 2, dans 3 ans, on attendra de parler de Gomido parce que ce sont ces jeunes-là qui pourront maîtriser la situation dans les années à venir. Maintenant, quand vous voyez l'adversaire en face, la SCK, jusqu'à présent, en 11 journées, je pense que la seule défaite à l'extérieur pour la SCK, c'était à Tchévier.
c'est une équipe qui sait bien voyager. Cette équipe-là a fait match nul avec AC Barracuda à domicile, a battu Semassi à l'extérieur 4 buts à 1. Maintenant, Gomido 2-0, je pense que ce n'est pas volé. C'est une équipe qui travaille sur la durée. On sait que depuis pratiquement 5 ans, la SCK était dans l'ombre de Asco de Cara. Maintenant, bon, au niveau des dirigeants, on se dit que c'est notre heure. Donc, vaut mieux enchaîner aussitôt. Avant de parler d'Asco, un mot sur cette pluralité des buteurs. Il n'y a pas qu'un seul buteur patenté du côté de la SCK, ou retiré par exemple qui marque. On pourrait dire que oui, pratiquement tous les joueurs seraient en mission du côté de la SCK. À chaque occasion, chaque opportunité, marquer des buts pour le club. Oui, je pense qu'au niveau de l'effectif de la SCK, on a su faire, comment dit-on, on a su recruter les meilleurs. C'est ce qui fait que du milieu de terrain jusqu'en attaque, tout le monde est là pour marquer. Les défenseurs, par moment aussi, se font rares, mais quand même, ils marquent. Les milieux de terrain. Mais quand vous voyez un peu l'effectif, excusez-moi, je me dis, ce serait encore un autre entraîneur, ça allait exploser plus que ce qu'on est en train de voir avec ASC4 cette saison. Apparemment, vous êtes de même avis? Oui, je ne suis pas trop de même avis parce que voilà, on a un entraîneur aujourd'hui, Ahmed Kolo, qui fait partie des meilleurs au Togo. Oui, champion du Togo déjà plus d'une fois avec Asco. Sélectionneur U20, c'est pas rien, c'est de par ses qualités. Oui, on peut se le dire que voilà, il faut beaucoup plus d'explosivité au niveau du jeu offensif, mais attention, c'est des jeunes joueurs. Quand vous prenez Jules Aziamele, Glomarus et autres, c'est des jeunes joueurs qui vont mettre du temps pour pouvoir retrouver cette expérience, cette envie de marquer. Moi, ce que j'adore sur cette équipe de la SCK, c'est les dirigeants ont une manière de fonctionner, c'est d'aller dénicher les meilleurs dans les clubs au Togo. Ça, c'est les moyens. C'est ce que pour l'instant, Gomido, pour moi, n'arrive pas à faire. On sait qu'on travaille sur question de moyens quand même. Oui, question d'argent. Gomido, Palimé, il y a des cadres. Non, je pense que des cadres aujourd'hui à Palimé qui peuvent prendre la relève et assumer jusqu'au bout pour retrouver les noblesses. Et s'ils ne sont pas des passionnés de foot? Pas forcément des passionnés aujourd'hui. Dans le monde entier, ce n'est pas forcément les passionnés qui investissent dans le football. C'est du business. Et derrière, si ça n'apporte pas trop, on est obligé aussi d'être réticent. Mais je me dis, la cause nationale, il n'y a pas à calculer, il faut investir tout simplement, c'est l'honneur. Oui, à l'opposé j'ai dit que j'ai eu un entretien avec Jean-Paul Abano. Jean-Paul, je pense qu'au niveau des dirigeants, ils se sont retirés par rapport à l'investissement sur des joueurs qui viennent juste faire une saison, 2 saisons. Ils veulent former. Donc, ils préfèrent circuler dans les recoins du grand Coloto pour chercher de jeunes joueurs. Parce que là, ce que beaucoup ne savent pas, Gomido a actuellement une équipe U17 sur laquelle l'entraîneur est en train de miser sur l'avenir. Ils disent que le mal, c'est qu'on ne vend pas de joueurs à la fin du championnat. Voilà. Donc, vaut mieux aller ne plus investir 1 million dans la prime de signature de joueurs. Avec 1 million, vaut mieux chercher 3 joueurs dans le grand Coloto et puis les préparer pour le futur. On comprend ça. Si ça peut faire l'affaire, pourquoi pas. Asco de Cara a été en déplacement dans la capitale chez l'Étoile filante de Lomé. À l'arrivée, c'est 1-0. Asco il n'y a pas question de panache, il n'y a pas question de flamboyance. On joue, on marque et on ferme la baraque. Oui, on a l'impression que c'est une équipe qui a perdu un tout petit peu sa particularité, c'est de dominer, marcher sur toutes les équipes. Mais cette saison, on constate que voilà, c'est une équipe qui évolue dans l'ombre. C'est un crescendo pour l'instant. Tantôt ça gagne, tantôt ça ne gagne pas. C'est pas la constance sur la durée. Mais il y a des joueurs expérimentés qui sont toujours dans cette équipe, qui savent gérer ce genre de match. Hier, ça s'est joué sur des détails avec ce but-là qui fait polémique aujourd'hui à Lomé au Togo. Mais c'est une équipe, pour moi, qui ne fait pas sortir son ambition. C'est encore chercher le trophée, mais qui le joue tout en se méfiant. Mais on avance sans faire de bruit. Oui, sans faire de bruit. Moi, j'adore ce mot-là. Parce que c'est là où on fait beaucoup plus de mal à l'adversaire, où on ne les attaque pas trop. Donc, les condonnats restent toujours les condonnats où il faut juste compter avec cette équipe. Mais attention, il y a du lourd devant. L'Étoile filante qui perd à domicile, est-ce que cette équipe d'Asco était beaucoup plus forte? Non, je ne pense pas. Tony Agbessi l'avait déjà dit dans une interview passée que
L'objectif, c'est le maintien pour l'étoile filante. C'est clair maintenant. Très bien. Et maintenant, face à Asco de Cara, vous voyez, Asco a timidement commencé le championnat. Oui. À un moment donné, ça a tiré. Et puis bon, on tend vers la fin de la phase allée. Et du coup, on sent peut-être qu'il y a un peu de fatigue. Mais quand vous voyez un peu la configuration aussi de l'effectif d'Asco de Cara, c'est un mélange. Oui. Un mélange d'anciens joueurs et puis de nouveaux qui sont venus, qui pour l'instant, pour moi, n'arrivent pas à s'adapter. C'est pourquoi vous allez voir peut-être Asco sur certaines rencontres. Vous voyez, face à l'AS Binan, la fois dernière, c'était un match nul 1-1. À la maison. Oh oui, parce que on fait l'effort de progresser, mais quand même, il y a l'adversaire aussi qui est en place, et qui a son jeu. Voilà, qui met en place une tactique voilà. qui met en difficulté peut-être les joueurs d'Asco. Bon, hier, c'est l'étoile filante qui est passée dans la sauce, 1-0. Ben, je me dis petit à petit, après la défaite face à face à Dito, le match nul, ben, on est en train de se relancer. On va voir sur les 3 prochaines rencontres ce que l'équipe va nous présenter. Vous le dites si bien, la phase allée arrive encore très très vite. Il reste encore, je pense, 2 journées pour 2 journées, 13. D'accord, on attend de voir exactement la progression de ces 2 clubs de la COSA. Autre club qui également s'est illustré dans cette 11e journée, c'est Unisport qui remporte le derby. C'était à Sokodé, 1-0 justement. Et c'est qui marque, messieurs? Ouattara Moutsalabou. Oui, un ancien d'Asco. C'est son premier but. C'est la couleur d'Unisport. Voilà l'expérience au service des académiciens. Entre buteur du championnat. Ah, merci beaucoup de le souligner. C'est un international togolais. Même si aujourd'hui il est parti du côté des Cantona, il reste toujours Ouattara Moutsalabou. Exact. Voilà, c'est là où on attend beaucoup plus des joueurs confirmés, entre guillemets, bien sûr, avec ce derby, il va marquer à jamais l'histoire avec ce passage-là. Unisport qui n'a pas toujours l'habitude de gagner face à Semassi dans ce derby. Ils l'ont fait, chapeau, parce que c'est une équipe des académiciens où, moi particulièrement, je me dis, ils jouent le championnat par rapport à quoi? Au maintien, vendre les joueurs, vous interrogez, sortir les joueurs, aller bousculer juste la hiérarchie ou quoi? Mais bon, ça reste après tout une équipe qui reste beaucoup plus longtemps en D1. Voilà, ils ont vendu quelques joueurs aujourd'hui pour Asco et ASK. Des sous, il y a dans. Aujourd'hui, avec cette victoire, pour moi, ça relance catégoriquement le championnat pour Unisport. Parce que gagner Semassi dans ce derby, quand on sait que voilà, c'est pas trop la performance sur la durée, je me dis que voilà, la flèche elle est lancée pour pouvoir aller piquer les autres. Attention, ils sont capables de le faire, ces académiciens. Il faut compter avec eux. Vivement que ça aille jusqu'au bout parce que c'est Unisport aussi. Tantôt c'est des problèmes par-ci. Par là. Signature de contrat ou pas. Comment ça va se passer jusqu'au bout. Semassi, Charles, ça fait quoi? 3-4 matchs, par exemple, que leur buteur pas tenté, Orobo Diarissou, n'arrive plus à faire trembler les filets. Une crise, début de crise ou on va pas s'alarmer? Non, mais quand vous suivez un peu Oloufade Adekambi, l'entraîneur de Semassi de Sokodé, il a dit qu'avant le début de la saison, il y avait eu un problème interne, ce qui a fait que l'effectif n'a pas été, ou bien le recrutement a été mal fait. D'accord. Et donc, il estime qu'il va faire avec le petit groupe qu'il y en a, parce qu'il y a des blessés. Et puis, ils disent que d'autres équipes ont un groupe de 30, alors que lui, il évolue carrément avec un groupe de 16, voire 18 joueurs sur certaines rencontres, et il va falloir faire un autre recrutement à l'intersaison. Donc, ça se sent déjà, parce que c'est pratiquement les mêmes joueurs. Quand vous avez un effectif de 7 joueurs, ça veut dire que... Ça use, Ça use, ça veut dire que vous avez pratiquement un 11 de départ qui est aligné à chaque journée. Donc, déjà, les joueurs commencent par se fatiguer. Mais au-delà de ça, il faut dire aussi que l'enjeu de cette rencontre a perdu de sa ferveur. Quand vous voyez un peu les images hier, le stade n'était pas totalement rempli. Oui, l'information qu'on a, c'est que il y a eu un chef traditionnel de très grande, très haut rang, qui est décédé. Et donc ça a joué un peu sur la sortie moins forte. Sinon, en principe, quand on parle de derby thème, c'est un terrain qui est rempli. Toujours plein. Mais hier, au coup d'envoi, vous allez voir. Par ailleurs, clairsemé, des gradins clairsemés. Bon, c'est le football. On le prend ici. Oui, l'essentiel, c'est que Unisport a pu gagner et passe désormais
devant Semassi de Sokode. On verra tout à l'heure le classement, mais si on continue de parler décryptage pour évoquer la belle victoire également de l'AC Barracuda, cette équipe qui tout doucement continue à faire son petit bonhomme de chemin, qui a épinglé Dito. Un seul but a suffi justement aux Poissons Carnivores de pouvoir prendre encore 3 points. Cette équipe, mine de rien, oui, est dans son canevas. Hein. Oui, tout doucement sous l'eau, avec le poisson qui montre ses griffes. Voilà, c'est comme cela quand on affiche un tout petit peu l'ambition, ou avec l'entraîneur, ça acclame héros, comme on joue le titre. Oui, ils ont dit ça. On a quand même écouté Cédio la saison dernière avec l'entente. Voilà, nous, on joue le titre, il n'y a rien de... Attention. Je crois que voilà, on n'aura pas ce discours. Non, côté Barracuda, rien n'a été dit là-dessus. Là, il faut garder la tête froide et se dire que voilà, rien n'est encore fait, parce que c'est un championnat où il faut tenir du début jusqu'à la fin. On a eu quelques joueurs qui sont de retour dans cette équipe, les stars de lycée Onou, qui aujourd'hui, avec son expérience, est en train de transmettre cela à ses jeunes frères. Dans la constante, oui. Mais tout de suite, victoire pour AC Barracuda. Il faut rester sur un calme et se dire que voilà, il y a encore du chemin à parcourir. Du chemin, oui. L'AS Bolueso et l'AS OTR également sont obligés de réagir. Ils ont gagné à la maison. L'AS OTR qui a gagné 1-0. Bolueso également qui gagne également 1-0 face à l'Entente 2. Voilà 2 équipes qui avaient besoin de se relancer dans ce championnat. Ben, disons que ces 4 clubs même se ressemblent pratiquement. Oui, quand vous voyez la SOTR qui, en tout cas, choisit, si on peut dire désormais comme cela, la SOTR choisit ces matchs qu'elles doivent gagner. Pourquoi vous dites ça? Vous voyez, c'est peut-être la force ou la faiblesse de l'adversaire en France. Non, mais vous savez, sur certaines rencontres où vous misez que face peut-être aux résultats précédents de la SOTR, que ça doit aller plus vite que ça. C'est là-bas où vous connaissez un ralentissement. La SOTR a eu le mérite de battre Asco de Cara cette saison. Oui, ça ne suffit pas. Ce n'est pas quand même, comment dit-on? Non, mais c'est signifiant, Jacques. C'est pas quand même... D'ailleurs, même cela a fait perdre le fauteuil de leader à Asco de Cara. Pas pour autant. Mais vous savez, ce que je dis, c'est que ça doit s'enchaîner. Après Asco, il n'y avait pas eu le résultat. Maintenant, c'est Espoir de Zion qui fait les frais. Voilà également un autre club qui a bien démarré la saison et puis par après, c'est des problèmes. Ben Tété à Diakba, on se dit, est-ce qu'il est dépassé? Parce que bon, il fait croire que ça va aller, que c'est juste des petits problèmes au niveau de l'attaque qu'on doit travailler. Mais on ne sent pas toujours ce club, après le 0-0 à Néro la fois dernière. Voilà, c'est face à la SOTR, l'avant-dernier au classement. Cette défaite, je pense que ça ne fait pas du bien à Espoir qui se retrouve désormais premier non relégable. Attention, parce que, quoi qu'on dise, petit à petit, la SOTR aussi est en train de sortir la tête de l'eau. Peut-être une prochaine défaite de Espoir face à une victoire de la SOTR, ce sera un renversement de situation. Espoir va passer dans la zone rouge, et alors qu'on tend tout doucement aussi, quoi qu'on dise, vers la fin, puisque c'est la fin de la phase aller. Tantôt, bientôt, ce sera la reprise, et ce n'est pas évident que la phase retour aura la même physionomie que la phase aller. Exactement. Parce que... Donc pour vous, il y a danger. Il y a danger, il y a danger, même l'AS Bina qui est dernier au classement peut repasser devant tout le monde, c'est possible. Justement, messieurs, on va regarder le classement, d'abord les résultats qui résument bien sûr la 11e journée de la Lonato avec bien sûr ce succès serré, 1-0 de Barracuda à la maison face à Dito, le nul entre l'AS Bina et l'AS Tambo, victoire de l'Unisport comme de l'ASK à l'extérieur, et puis sans oublier le succès étriqué 1-0 de la SOTR devant Espoir FC Luisio, l'ASCO qui a battu 1-0 l'étoile filante de Lomé, et puis victoire à la maison, oui, elle était importante, de Bolueso devant l'Entente 2 de Lomé. On enchaîne avec le classement de la 11e journée, classement de la Fédération Togolaise de football avec la SCK qui est leader avec 2 points d'avance seulement sur Asco de Cara. La Barracuda se retrouve en 3e position. Unisport, oui, Charles l'a dit tout à l'heure, passe devant Semassi
de Sokodé à Istanbul, classé 6e. Et puis les autres formations, Bolwesu, Dito, Étoile Filante, Entente de Gomido, Espoir FC Dizio, qui est le premier non relégable avec 12 unités. Et puis les deux derniers de la classe, la SOTR, attention, qui a creusé l'écart par rapport à la SBINA, 11 points. La SBINA, bon dernier, avec 5 points. On espère simplement voir du mieux lors de la 12e journée qui va arriver très très vite. Et on aura bientôt, bien sûr, le calendrier. On en parlera samedi dans notre émission. Messieurs, on va prendre bien sûr la petite pause et derrière on se retrouve pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, on en parle, bien sûr, le rideau est bien tombé sur la compétition. C'était dimanche entre le Sénégal et le Maroc. Et bien sûr, ce sont les Lions de la Teranga qui ont soulevé le trophée à la barbe, bien sûr, de la sélection marocaine. On en parle tout à l'heure. Après tout, on parle d'abord de décryptage. À tout de suite. La compétition, bien sûr, de la CAN, elle est bien terminée du côté du royaume chérifien. À l'arrivée, le Sénégal remporte cette CAN 1-0. Cette finale-là, justement, on en parle avec vous, mon cher Etchebi Tengue. Finale remportée par le Sénégal. Mérité pour les Lions de la Teranga qui ont montré tout au long de la saison qu'elle faisait partie des meilleures équipes de cette compétition. Aujourd'hui, on peut clamer haut et fort qu'il y a un travail bien fait de la part de Pape Thiaw qui a succédé à Aliou Cissé. Oui. Voilà, on parlait de cette combinaison, la coïncidence avec Aliou Cissé qui portait le dorsal 6 pour en rapporter un 6 janvier, avec Pape Thiaw également un dorsal 18 qui remporte un 18 janvier. Intéressant. Quand le plus beau avec bien sûr la joie hier, même si il y a beaucoup plus de... Ne vous inquiétez pas, on parlera de tout ça, mais pour cette finale, oui. Pour moi, dans la performance, dans la constance, le Sénégal mérite de remporter ce trophée. Ça a été l'objectif pour pouvoir bien honorer le dernier de Sadio Mané. Ils l'ont fait avec beaucoup plus de fierté. Et voilà, la meilleure équipe a gagné, elle est sur le toit. Les deux équipes, les deux sélections, Sénégal-Maroc pour une finale. Pour vous, c'est ce que vous attendiez. Et est-ce que le Sénégal, justement, méritait de passer, de gagner cette finale-là? Non, mais je pense que si c'est parler de l'équipe favori, je pense qu'elles sont présentes. D'accord. C'est le Sénégal, c'est vrai. Oui. Même déjà avec la demi-finale, on avait misé sur toutes ces équipes, l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal et le Maroc faisaient partie, même la Côte d'Ivoire faisait partie de ces favoris-là pour cette Coupe d'Afrique. Bon, maintenant, c'est le Maroc, un pays hôte, et puis le Sénégal qui sont arrivés. Ben, sincèrement, je ne misais pas trop. D'accord. Pas trop sur le Sénégal. Merci pour votre sincérité. Oh, oui, je ne misais pas trop sur lui. Parce c'est qu'il y avait une transition qui se faisait. Oui. Et généralement, avec les équipes, quand il y a une transition, il est vraiment très difficile d'atteindre des objectifs comme aller remporter une carte. Maintenant, le Maroc, on s'est dit que le Maroc était à la maison avec le public et tout ce qu'il fallait, le Maroc devait remporter ce trophée. Mais le hic, c'est que finalement, tout le monde se dit que le Maroc ne joue pas bien comme cela se doit. Et puis derrière, il y a l'arbitrage, le coup de pouce de l'arbitrage, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tout le monde était contre le Cameroun et on a préféré le Sénégal. Mais hier, la finale, je pense que durant les 90 minutes, durant les 90 minutes, c'était une très belle finale. D'accord. Un contenu très intéressant, une intensité de jeu très appréciée. Le niveau était au très niveau était très haut niveau et il a fallu attendre l'après 90 minutes. Parce que c'est après les 90 minutes que les choses ont commencé pas mal tourner. Ça a donné une autre visage, une autre image à la compétition. À la compétition. En tout cas, on rappelle que oui, c'est la deuxième étoile décrochée par les Lions de la Teranga après bien sûr l'édition de 2021 avec toujours Sadio Mané qui était là et puis les jeunes qui sont arrivés, Pape Gueye par exemple, c'est lui le joueur buteur en tout cas de cette finale, le jeune joueur, l'ancien de l'Olympique de Marseille qui évolue désormais à Villarreal. Exactement. Messieurs, on continue de parler de cette finale et là, un autre aspect, oui, l'image qui n'était pas très reluisante durant cette finale, cette rencontre-là. On a vu une finale tendue, polémique sur l'arbitrage. On a vu
une image de chaos. C'est la toute première fois, en tout cas, que je suis la CAN, qu'on voit une équipe qui s'est sentie frustrée, trichée, qui a voulu sortir même du jeu. Les joueurs étaient rentrés au vestiaire. Il a fallu l'intervention de Sadio Mané, le coach qui revient sur sa décision, un peu de tout. Oui, oui, sur cette finale. Une finale vraie tendue. Depuis que je suis né, on regarde le football. C'est ma première fois d'assister à une compétition de telle envergure sur une finale. Oui. Devant une équipe qui était la pelouse, refusait clairement de jouer. Voilà. Et là, quelque part, donc, pourront qualifier cela de révolte pour pouvoir réclamer justice, ce que juste les Sénégalais comprendront par rapport aux autres. Mais c'est des choses qui font partie du football, où il faut tirer des enseignements là-dedans. On ne va pas accuser qui que ce soit aujourd'hui, si ce n'est l'instance fêtière qu'est la CAF. C'est lui qui a mis quand même tout en place pour que la compétition ait lieu dans de bonnes ambiances, pour permettre à toute l'Afrique de se reconnaître là-dedans avec ce football qui apporte tant de joie à ces Africains. Malheureusement, on a vu ce petit incident, je qualifie cela de petit incident, parce que l'erreur, elle est quand même humaine, mais parfois, il faut réagir au moment opportun pour pouvoir réparer les choses, ce qui n'a pas été spontané hier, mais on peut se dire que voilà, ça fait partie du jeu où il faut oublier ce côté et corriger les choses. Mais ça va toujours salir l'image du football, écrire l'histoire, quelque part tacher de mauvaises images aux yeux du monde entier. Mais pour une première, il faut ce petit déclic-là pour exhorter et dire à tout le monde que voilà, il y a encore du travail à faire. N'est-ce pas? Charles, sur justement cet aspect particulier, singulier de cette finale, c'est quoi votre interprétation par rapport à tout ce qu'on a vu pendant des minutes avant de revenir au jeu et puis après le but de Pape Gueye et tout? Non, mais je pense que l'acte posé par le Sénégal, quoi qu'on dise, si cela n'est pas bien pour l'image du football africain, il le fallait. Parce que c'était une manière de dénoncer l'arbitrage de cette compétition. Et en le faisant, c'était une manière de doiter directement la CAF. Vous voyez, depuis le départ de Feu Issa Yatou, on voit que ça ne va plus bien au niveau de la CAF. On a vu sous Ahmad Ahmad, une finale de la Ligue des Champions, c'est terminé. Il a dû descendre lui-même de la tribune. Voilà. On a estimé que Ahmad Ahmad n'est pas l'homme de la situation. On est parti chercher le Sud-Africain Patrice Motsepe. Pour lui, avec lui, il y a des changements qui arrivent, qui n'avantage pas le football africain. Parlant de changement, avant que vous ne continuiez, il a même supprimé le championnat d'Afrique des Nations. C'est inadmissible. Continuez. Vous voyez, par rapport à l'arbitrage au cours de cette compétition, mais au moins 40% des sélections qui ont participé à cette compétition ont dénoncé l'arbitrage. À cause de l'arbitrage, on a sanctionné Eto'o pour 4 matchs. Exactement. Parce que directement, il a accusé le président de la Fédération royale marocaine de football dans les loges par rapport à ce qui se fait. Et bien voilà, à la grande finale, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, moi je dis, s'il y a à analyser les images, c'est-à-dire que l'arbitre, il doit être impartial durant toute la rencontre. Sur le but refusé face au Sénégal, il y a eu faute au départ de l'action. Le but sénégalais. Le but sénégalais. Il y a eu faute. C'est-à-dire que c'est bousculade, mais quand même, l'attaquant a déséquilibré le défenseur. Et on est dans une surface de réparation. Dans la surface de réparation, on donne plus l'avantage aux défenseurs. C'est ce qui a été fait. Maintenant, sur le but marqué ou bien sur la faute. Avant que nous continuions, il y a certains même qui disent, mais pourquoi sur cette action, la VAR n'a pas pu intervenir? Oui, mais c'est parce que l'arbitre estime que c'est sous ses yeux. Et il a pris la décision. Il a pris la décision. C'est sous ses yeux que la faute a été commise. Donc, il a pris la décision. Maintenant, sur la faute sénégalaise. C'est-à-dire Diouf sur Brahim Diaz. Moi, je dis, j'aimerais voir l'action sous un autre angle. Parce que depuis hier, on est le premier. Oui, parce que depuis hier, on est en train de montrer qu'un seul angle. Mais je dis, sur l'action, on peut dire qu'il y a faute. Très bien. Mais lorsqu'on va envoyer l'image sous un autre angle, on peut dire qu'il n'y a pas faute. Parce que ça dépend de la façon dont le défenseur sénégalais s'est débarrassé
Puisqu'on voit une main quelque part là, mais c'est-à-dire que la main là peut être source de simulation. Et le joueur marocain aussi peut amplifier sa chute. Voilà, c'est ce que je dis. Ben, maintenant, on a appelé l'arbitre à la VAR. Oui. Vous avez vu les circonstances dans lesquelles l'arbitre même a visionné. L'arbitre, il y avait tellement... Incroyable. Il y avait tellement de la bousculade derrière lui. À un moment donné, il s'est retourné pour renvoyer les gens. Oui. Mais je pense qu'à ce moment, c'est vrai que c'est une finale, mais l'arbitre peut également perdre la main, oui. à partir de là, parce que la bousculade oui. qui était derrière lui, la pression qui était derrière, parce qu'il sait que c'est une finale, on est pratiquement dans les dernières minutes de jeu. Mais il a pris sa responsabilité, il a sifflé le penalty. Mais derrière aussi, le tireur. Le tireur, ben, vous avez vu, d'ailleurs même, il faut voir même dans les tribunes, l'image là, beaucoup ne l'ont pas vu, c'est sur les réseaux sociaux. On a vu la réaction des supporters sénégalais. On va la passer tout à l'heure, cette image. Oui, mais ça prouve que déjà, les gens n'étaient pas d'accord. Vous vous rappelez, avant cette finale, il devait y avoir une conférence de presse de la Fédération sénégalaise de football pour dénoncer effectivement tout ce qu'ils ont subi en termes d'arbitrage, en termes d'organisation. Oui. Parce que beaucoup estiment qu'on a également privilégié le Maroc sur l'aspect organisation. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de ces adversaires se sont déplacés sur de longues distances. Or, le Maroc est resté toujours sur place. Sur place. Donc, il y a eu tellement d'organisation, l'arbitrage. Je disais que ça pouvait être autrement. Vous allez chuter là-dessus? Oh oui, ça pouvait être autrement et on allait vivre une très belle finale. L'arbitre Ndala, congolais, Jean-Charles, qui était sur le match... non, pas Jean-Jacques. Jean-Jacques. Qui était sur le... Charles Lacote, non, il n'est pas du tout interpellé. Qui était sur le match d'ouverture. Et sur la finale... Anomalie ou logique? C'était pas son comment, si on pouvait quand même rappeler cela. Oui. Moi, Charles donnera son avis tout à l'heure. C'est pas logique. C'est pas logique pour un arbitre qui siffle un match d'ouverture, se retrouve sur une finale. Hier, on blaguait en commentant, voilà, on commence, on termine. Voilà. Jean-Charles, j'ai vu cela. Côté arbitrage, c'est pas ça. Il y a mieux que Jean-Charles. Bien sûr, ils sont tous partie des meilleurs. Des meilleurs, bien sûr. Siffler un match d'ouverture et terminer avec une finale, c'est ma première fois de voir cela. Et pour moi, la CAF, avec bien sûr les responsables au niveau de l'arbitrage, ont fauté à ce niveau. Quand on sait que voilà, face au comment avec ce penalty, tout ce qui va avec sur ce match-là, c'était déjà la pression sur les arbitres qui ont failli tout au long de la compétition. Oui, l'erreur, elle est humaine, mais ils avaient tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer ces erreurs-là, ce qui n'a pas été fait. Ou voilà, les polémiques, on en aura tout au long de l'année sur l'arbitrage au niveau de la compétition. Je me dis que quelque part hier, il a fait son match, mais c'est juste la VAR qui n'a pas été interpellée sur le but refusé qui, pour moi, a gâché tout. Votre avis justement sur le fait d'avoir le même officiel lors du match d'ouverture et le match de clôture? Non, je pense qu'il faut pointer la CAF dans cette situation. Non, mais c'est responsable. Non, c'est elle qui désigne. Vous voyez, de 2022 à 2025, disons 2025, on est au début de l'année 2026, mais il y a déjà eu 2 directeurs de département de l'arbitrage de la CAF qui sont là. On a renvoyé Edith Maé, on a fait venir Nouma Diaz. Nouma Diaz, 2 ans après, à la suite d'un match féminin entre le Maroc et le Nigeria, où on estime que l'arbitre du match n'a pas sifflé un penalty, on a demandé à la CAF de renvoyer le directeur de département de l'arbitrage. Il est parti et on amène le Camerounais Aliou Thiam, qui est venu prendre la relève, et on voit ce que ça donne. Pour cette CAN, pratiquement à partir des quarts de finale, mais il y avait eu des dénonciations d'arbitrage sur les désignations. Vous vous rappelez du match Cameroun-Maroc, où on a dû changer. On a changé. Alors que parfois aussi, il faut voir le travail qui se fait au niveau du département de l'arbitrage. Mais c'est grâce à Nouma Diaz qu'on a découvert le Mauritanien Dahan. Même notre compatriote Jonathan Ito, mais c'est grâce à Jonathan Ronto, pardon. C'est grâce à Nouma Diaz qu'on a connu ces jeunes. Mais après son départ, qu'est-ce qu'on nous a révélé? Mais il n'y en a pas. Mais pour cette finale, il y avait plusieurs arbitres qui étaient éligibles. Il y avait l'Algérien, on va nous dire que
et compte tenu de la tension diplomatique entre les deux nations, il ne pouvait pas siffler. Il y avait Omar, le Somalien, qui était là. Il y avait le Sud-Africain. Attendez, mais parce qu'il a porté une paire de chaussures qui ne restait pas, on le sanctionne. Et il y avait même l'Égyptien. On va nous dire que parce que l'Égypte a joué le match de classement. Et puis il y avait le Sud-Africain, il y avait des arbitres pour faire ces matchs. Mais on estime qu'il y en a certains qui sont là pour faire le job. Et voilà ce que ça a donné. Ça a donné. En tout cas, cette finale restera mémorable dans l'histoire, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que le Sénégal a bien remporté cette coupe. Et puis derrière, du côté de Dakar, Kaolack, Thiès, Ziguinchor, c'est la fête. La preuve, bien sûr, le président de la République, Diomaye Faye, son Excellence, a décrété la journée de lundi chômé et payé au Sénégal. Voilà, ça c'est l'histoire des Africains. Oui, mais c'est pas rapport à l'engouement de la société. C'est la nation. Une journée payée, c'est l'économie qui prend la tour. Mais à un moment donné, il faut privilégier une journée chômée là. La joie de la population. L'économie sera toujours là. Je suis désolé. Il faut privilégier la joie. Le jour où le Sénégal va remporter la Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'économie, elle est toujours là. L'essentiel, c'est pour la nation. Messieurs, on va continuer de parler de la Coupe d'Afrique des Nations pour parler des trophées individuels qui ont été décernés, notamment le trophée du meilleur joueur, du meilleur buteur, du meilleur gardien, avec bien sûr Sadio Mané, meilleur joueur de la CAN, Brahim Diaz, meilleur buteur de cette CAN avec 5 réalisations, et puis Yacine Bounou, le meilleur portier. Réaction? Oui, logique pour Yacine Bounou qui n'a encaissé que 3 buts si j'ai bonne mémoire, avec bien sûr hier ce qu'il a fait sortir comme arrêt sur la première occasion de Iliman Ndiaye. Avec ce pied en reflet extraordinaire pour empêcher cette ouverture de score. Exactement. Et derrière, avec Chérif également, il fait encore un très bon arrêt. Sur toute la compétition, je ne l'ai pas vu en difficulté en tant que tel, mais il a répondu sur des rares actions qui étaient vraiment très extraordinaires, où il a fait sortir ses arrêts. Donc pour moi, je ne suis pas surpris de cette nomination en tant que meilleur gardien. Bon, on avait quand même Edouard Mendy en place, mais... allons-y comme ça. Qui sort quand même le grand jeu. Absolument, absolument, oui. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est tout ce qu'il a fait durant toute la compétition. Sadio Mané, meilleur joueur pour sa dernière CAN avec le Sénégal. Il va aller au mondial de toutes les façons. Oui, c'est mérité. C'est un joueur qui a fait parler de son expérience durant cette compétition. Et pourtant, il a été critiqué. Voilà, on l'a vu très peu. Mais il a été décisif. Très décisif. Surtout sur le match face... je pense à l'Égypte. À l'Égypte, où il a marqué le seul but de... Il a su faire la différence et ça c'est bien. Moi, le joueur qui m'a surpris, c'est Brahim Diaz, un joueur qui est très peu utilisé au Real de Madrid. Je me dis même c'est peut-être le choix, d'avoir fait le choix du Maroc qui fait qu'il est moins utilisé de ce côté-là, mais qui a su faire la différence sur toute la compétition en terminant meilleur buteur, 5 réalisations. On a senti son apport dans le jeu des Lions de l'Atlas et sa félicitation à ce jeune joueur, contrairement à d'autres binationaux qu'on trouve dans des sélections qui n'apportent rien. Il y a le coup de gueule. Le coup de gueule va toucher ce terrain. Moi, j'en reviens sur le prix de meilleur joueur de la compétition de Sadio Mané. Sadio Mané. On n'est pas meilleur joueur seulement par rapport aux performances. C'est également dans l'impact, l'aura qu'on dégage au niveau de la sélection. Et tout au long de la compétition, Sadio Mané, il a quand même joué un rôle très important. Nonobstant, par rapport à ses buts, passeurs, hier on l'a vu encore une fois sur la talonnante qui faisait la différence avec cette passe de Gana Gueye. Et voilà le but. Et derrière, on a senti que voilà, Sadio Mané qui a annoncé sa dernière CAN, où les autres ont joué pour lui hier. Donc, pour moi, être meilleur joueur aussi, c'est l'aura qu'on dégage, tout ce qu'on a joué comme rôle. Et aujourd'hui, Sadio Mané, chapeau à lui, il reste aujourd'hui parmi les légendes du football sénégalais. Excellent. Sadio Mané qui sera encore là avec les Lions du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde. N'oubliez pas. Ce sera sa dernière aussi. Ah oui, ils sont dans la poule de la France. Ah oui. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Messieurs, on va aller désormais voir un peu dans les coulisses par rapport à des choses qu'on n'a pas vues en direct dans cette CAN. On en reparle dans quelques secondes.
Et les coulisses de la CAN, on se permet en tout cas de suivre Pape Gueye, le buteur, le seul bien sûr de cette finale-là, dans cette émission. On va l'écouter juste derrière également, on va en parler. Avec un grand homme, héros de cette soirée, Pape, félicitations pour cette deuxième étoile remportée. Vous étiez déjà champion d'Afrique en 2021 et là, avec ce but exceptionnel, racontez-nous toute l'émotion de ce match et de ce but. Bah, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'était un match compliqué ici au Maroc, face à une bonne équipe et leur 12e homme. Donc voilà. Moussa Niakate qui arrive, avec la coupe en plus. Bah venez, venez Moussa, venez. Viens pas les mains vides. Qu'est-ce que t'as? Toc toc toc. Qu'est-ce qu'il y a dans mon dos? Oh là 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 là. Oh non, non. C'est la vraie. Oh, attends, je l'embrasse. Bon, Moussa Pape était en train d'expliquer que c'était un match de folie face à un Maroc avec son 12e homme. Son but, il est pas mal quand même. Je résume en quelques onomatopées. Non, quelle frappe. But exceptionnel. Vous savez, il est grand, ce qu'il a fait c'est extraordinaire, on s'est battu et je crois qu'on mérite, hein, tout simplement. Ça a été un match quand même irrationnel. Racontez-nous messieurs ce qui se passe en cette fin de rencontre avec Pape Thiaw qui semble vous dire de... Et voilà, ce sont des images très très fortes, très émouvantes. Pape Gueye à côté de son aîné Niakate ou Niakate, ça dépend de votre prononciation. Oui. Voilà, on se dit, voilà un jeune homme hein, qui est champion d'Afrique deux fois. C'est quand même extraordinaire, Charles. Ben, je pense que c'est le travail qui paie, oui. Comme le disent souvent les entraîneurs. Ben, ce sont des jeunes hein, qui ont vraiment su très rapidement intégrer l'effectif des Lions de la Teranga, en s'appuyant sur les anciens, en écoutant les conseils de Sadio Mané, Gana Gueye et autres. Et moi, je me dis, ce ne sera pas. C'est vrai que quand vous rentrez dans l'histoire, il est vraiment très difficile pour les sélections de gagner 2-3 fois de suite la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que si on entend parler encore du Sénégal dans 2, peut-être dans 3 ou bien dans 4 ans, mais ce ne sera pas volé. On ne sera pas surpris, n'est-ce pas? Non, on ne sera pas surpris parce que c'est du travail. Quand vous voyez, peut-être ce sont des jeunes qui sont venus de la sélection U23, qui sont en train de grandir petit à petit. Et je pense qu'ils ont encore de l'année devant eux, beaucoup d'années devant eux. Donc le Sénégal est bien en place hein, pour la suite des événements sur le continent. Waouh, c'est quand même extraordinaire. On rappelle qu'il y a, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 ans, le Sénégal a remporté toutes les compétitions, même y compris celle de beach soccer. Comme l'a fait cette saison l'équipe marocaine dans toutes les catégories. Exactement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas hier. Ils reviendront plus fort. C'est ce que Walid a dit. On a dit, écoutez Walid Regragui qui disait que voilà, malgré tout le Maroc reviendra très très fort. C'est un message bien passé. Parce qu'il y a du vivier aujourd'hui pour cette équipe qui ne va jamais manquer de joueurs. Je retiens juste pour l'homme qui est Pape Gueye, de l'humilité et surtout le respect parce qu'il n'a pas caché quand même de louer la performance de cette équipe marocaine et ça c'est être humble, être à l'écoute, ça l'a dit tout à l'heure. Ils seront arrivés comme cela en étant humbles, en écoutant bien sûr les conseils des anciens. Des anciens. C'est pas rien. Ça doit nous inciter tout de suite comme quoi les parents ont un rôle primordial à jouer dans l'évolution de l'entourage. Donc, chapeau, c'est un joueur qui a été formé en France. Absolument. Ne le cachons pas. Donc, il a fait un choix qui aujourd'hui a payé ses tout bénéfices pour toute sa famille et tout le Sénégal. Excellent. En tout cas, pour Pape Gueye et toute cette génération de jeunes joueurs, Mamadou Sarr, El Malik Diouf, et que Ismaïl Assar, et que sais-je encore. Et dites que dans cette sélection du Sénégal, Pape Matar, titulaire à Tottenham, se retrouve sur le banc. Allez comprendre. Un peu souffrant. Selon les informations, allez comprendre quelque chose. Crépin c'est des gens qui sont tombés malades au cours de la compétition. Et ils vont retrouver le Sénégal. Ils vont retrouver le Sénégal. Et la maison avec le Tchèque Djen et tout ça là. On va rester toujours dans les coulisses pour également suivre la joie d'un acteur iconique du cinéma français, même du cinéma africain, également d'origine sénégalaise. Dormir à Dakar. Qui sont les lions? Qui sont les lions? Avec la manière en plus.
jusqu'au bout. Et la justice de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tellement content avec la manière en plus. Qui sont les lions? Vous avez la réponse. La coupe, elle va dormir à Dakar. Qui sont les lions? Qui sont les lions? Avec la manière en plus. Ah oui, on a reconnu Omar Sy, hein, acteur voilà, de films, voilà, et puis Mamadou Sakho, tous d'origine sénégalaise. Hein. La victoire du Sénégal leur a fait tellement de porter de la fierté. Hein. C'est de l'émotion où tous les Sénégalais d'origine se sentent aujourd'hui fiers. Et ils n'ont pas quand même cette envie de le cacher. Mamadou Sakho, l'ancien des Bleus, qui est champion du monde, qui est d'origine sénégalaise. Et voilà, c'est l'implication où ces gens-là, de par leurs associations, investissent aujourd'hui au Sénégal pour sortir des talents. C'est pas rien, ça doit nous amener aujourd'hui qu'au Togo, il nous faut cela aussi. Absolument. Il y a des anciens qui peuvent faire l'affaire, n'est-ce pas, avec des binationaux qui sont en Europe. Quand vous prenez Robert Malm aujourd'hui comme consultant à Bisport, oui, c'est pas rien. Il peut apporter son expertise également au profit du football togolais. Il faut qu'on aille vers ces gens-là. On ne va pas regarder ces images parce que oui, c'est le Sénégal. Non, tirons des enseignements là-dedans et profitons et apprenons, marchons dans ces pas-là. Et ça va marcher d'un jour à l'autre. C'est tout ce qu'on souhaite. Hein. On a du mal à en parler, mais on se dit que voilà, c'est pas de la magie, on peut le faire aussi. On en parle souvent, mais on a l'impression que ça tombe dans les oreilles qui ne sont pas... Le football togolais, plus de ça, parce que lui, il dit la justice de Dieu. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Allez, parlons de coulisses toujours. On va suivre une dernière image, celle qu'on n'a pas, une avant-dernière image c'est possible, celle qu'on n'a pas vue, mais qui finalement... Image des serviettes volées. Ah mais, oh là là, on va retrouver, allons-y avec Fernand de l'autre côté, cette image. Justice de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tellement content avec la manière en plus. Qui... Et Charles, nous n'avons pas vu cette image en direct hier. Hein. Ah oui, ben, ce sont les à côté de la compétition aussi. Ben, vous voyez, ça a commencé avec le Nigeria où on a pris à 3 reprises ces serviettes. On estime, peut-être pour les Marocains, on estime qu'il y a quelque chose qui est caché dans... En quoi ça les concerne? Mais généralement, les serviettes, même ça se met dans les filets. Voilà, même à l'intérieur même du cadre. Oui, pour cette compétition, ça se met à côté. Ben, ils viennent prendre... Vous allez voir qu'à un moment donné, même le gardien numéro 2 de l'équipe sénégalaise avait... il avait la serviette en main, à côté des buts. Incroyable. À un moment donné, ce sont les ramasseurs de ballons qui se sont rués sur lui et il s'est couché sur le terrain alors que le match se jouait. Incroyable situation où aujourd'hui... C'est incroyable. On peut se marrer de cela, mais ce n'est pas des bonnes images. On sait que voilà, tout au long de la compétition, il y a eu des pluies. Oui, tout au long de effectivement. Mais on n'a pas vu un terrain noyé. Non, ça c'est vrai. Mais le visage des joueurs était noyé. C'est juste pour s'en servir. Absolument. Mais l'interprétation des Marocains, on comprend que c'est des choses mystiques qui peuvent empêcher l'équipe de gagner. Ah, ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à ça. D'accord. Et là, la sécurité, pour moi, a failli à ce niveau parce que les ramasseurs de balles sont censés juste jouer leur part également, mais Charles l'a dit, c'est les à côté où aujourd'hui on doit tirer des enseignements comme quoi quand on est appelé à jouer un rôle, il faut le faire jusqu'au bout et non faire autre chose. Et quand c'est Achraf qui fait ça, c'est quand même assez curieux. Oui, c'est assez curieux, c'est parce qu'il a pris, Achraf Hakimi, avec son niveau, il est sacré ballon d'or 2025. Mais il est tombé dans le piège des supporters. Exactement. C'est eux qui lui demandaient de prendre ça et jeter. Mais derrière lui aussi, c'est été nerveux comme quoi, pourquoi on l'a ramené cette là. Pour moi, c'est des choses qui sont vraiment... je sais pas comment qualifier ça, mais c'est le football, ça se joue sur tous les plans. L'Afrique c'est... Oui, comme on l'a dit, Hugo Vincent, l'Afrique... c'est un continent qui a plein de mystères. J'aime la phrase. Voilà, on la garde comme ça. C'était vraiment du mystère. Du mystère autour de cette finale. On va peut-être suivre une dernière vidéo, messieurs, image. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu du tout en direct hier. Elle était aussi... J'ai aimé la vidéo. On la suit, on revient.
pour un match de football, on n'a pas besoin de ces images. Oui, hein. Mais c'est une réalité. Ça s'est passé hier au stade très affreux Abdelmoulay. Cette image qui, pour moi... Les supporters sénégalais, les vigiles, on a eu tout ce qu'il y a autour. Comme quoi on est en guerre. C'est pas croyable. Sur un champ de combat où il faut se donner des coups de poing pour pouvoir s'en sortir. Alors qu'on ne pouvait pas en c'est la frustration qui était la cause. C'est la frustration, mais cause, elle est là. Il pouvait y avoir quand même du retenu là-dedans. Sauf que voilà, dans l'émotion totale, tout le monde était tombé dedans. Aujourd'hui, cette image fera le tour du monde. Ça a fait le tour. C'est juste l'Afrique qui est salie. Malheureusement. Tout simplement. Non, mais vous savez, c'est vraiment triste de voir ces images. Pourquoi je parlais que j'ai aimé la vidéo? C'est-à-dire, il fallait voir la frustration, des coups de poing qui se donnaient, des chaises qui étaient lancées. Mais à un moment donné, la vidéo même était coupée. Vous allez voir, la sécurité avait mis en place un cordon. Ben, on a arraché la corde. Et c'est comme si l'exercice qu'on faisait à deux là, on tirait dans le sens, la sécurité tirait dans l'autre sens. Ben, c'était ahurissant ce qui s'est passé hier. Et je peux vous avouer que cette image-là commençait à circuler au moment où on avait sifflé le pénalty déjà sur les réseaux sociaux. Je pense que la sécurité, même au niveau du stade aussi, a failli. Puisque on a beaucoup attendu à ce que les supporters descendent avant de créer ce cordon-là. C'était mauvais. On pouvait anticiper parce que là, déjà, à voir l'allure du match, on pouvait anticiper avec ce cordon-là pour que les supporters ne descendent même pas sur le terrain. Il y avait parmi ces sécurités-là certains qui voulaient bien sûr calmer. Oui, mais ils ne pouvaient pas. Mais ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient pas, c'est compliqué. C'est souvent compliqué. Compliqué, donc voilà, on fait avec. Au-delà de tout, messieurs, on a quand même vu une très belle compétition avec des sélections qui étaient là pour fournir de très beau football, avec des jeunes qui ont été révélés de part et d'autre. La prochaine CAN, ce sera en 2027 dans un contexte à 3. Voilà, on parle de l'Ouganda, du Kenya et puis de la Tanzanie. Voilà les 3 pays qui vont se réunir pour organiser la prochaine CAN. Et à partir de la CAN 2028, après la CAN 2028, la CAN va se jouer chaque 4 ans. Bon, ça reste un autre sujet. Je me dis, est-ce que d'ici là, la décision ne va pas changer? On attend de voir. On attend de voir. Ils sont conscients que ce continent a besoin de la CAN pour pouvoir se retrouver en tant que la question reste posée. Continent africain. Il faut revoir cette décision parce que ça va pas permettre à l'Afrique d'éclore au niveau des talents. N'est-ce pas? Messieurs, on va fermer les portes de Club Sport Santé de ce jour. Etienne Wittegui, merci d'avoir été avec nous pour vos analyses bien épicées et bien aiguisées. Merci. Charles également, merci à vous. Merci Angelo. Et merci également à nos téléspectateurs et à nos internautes. On ne cessera jamais également de dire un grand merci à toute l'équipe technique, Patrick, Fernand, Sylvain et tous ceux qui ont travaillé bien sûr autour de cette émission. On se retrouve samedi à partir de midi pour parler toujours sport sur le plan national et international, bien sûr sur SOS Docteur TV. On vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Bye bye.